tous. Alors, de retour pour un nouveau cours du Grand Rabbin d'Israël sur les lois de Hanouka. On va continuer avec l'aide d'Hachem sur les lois de Hanouka qui arrivent bientôt. Iba Lenou les Shalom, avec l'aide d'Hachem, qu'on n'entende plus de mauvaises nouvelles, qu'on n'entende plus du tout de virus ni rien et qu'on puisse, Bezrat Hachem, tous fêter Hanouka comme il faut. Alors, on va essayer, Bezrat Hachem, de développer aujourd'hui l'allumage des bougies de Hanouka. Alors, la première chose que l'on va essayer de développer, c'est selon ce que le Talmud nous dit dans le traité Shabbat 21a ainsi que 21b. Au sujet des bougies de Hanouka, on va allumer et ça va s'éteindre. Est-ce qu'on devra rallumer ou pas? La Gemara de nous dire Im kafta zakukla o en zakukla. Est-ce qu'on doit la rallumer ou pas? Alors là, cette question-là, elle est posée, certes, mais en fin de compte, on pourra y répondre selon une seconde interrogation. C'est quoi la seconde interrogation? On va se poser la question, quelle est la mitzvah exactement de l'allumage de la Hanoukia, des bougies de Hanouka? Est-ce que c'est l'allumage par lui-même qui va fixer le fait que j'aurai accompli la mitzvah? Ou bien c'est la anacha, c'est-à-dire lorsque je vais poser ma Hanoukia? C'est l'endroit où je vais la poser, etc. Est-ce que c'est le moment de l'allumage ou bien c'est lorsque je vais la poser? La question qui est posée par la Gemara. La Gemara de répondre Adlaka o sa mitzvah. C'est l'allumage par elle-même qui va faire en sorte que j'aurai accompli à ce moment-là la mitzvah de Hanouka. Alors il faut savoir que si maintenant, on sait très bien, il y a écrit comme ça dans le traité Shabbat, il y a écrit là-bas que le temps de la mitzvah, le temps que l'on doit accomplir la mitzvah, il y a écrit comme ça, mitzvah mishiteshka chama achetechle regel minashuk. C'est-à-dire que la mitzvah commence depuis le coucher du soleil, ok, jusqu'à achetechle regel minashuk. C'est quoi achetechle regel minashuk? Jusqu'à qu'il n'y ait plus de personnes dans les rues. Avant, il n'y avait pas de lampadaire, il n'y avait rien du tout. Donc les gens rentraient chez eux avant le coucher du soleil, évidemment, avant la sortie des étoiles, avant la sortie des étoiles. Très bien. Maintenant, il y avait un certain groupe de personnes, certains commerçants qui justement essayaient de rechercher des bouts de bois, etc., des bûches, pour que si les gens qui se trouvaient chez eux se rendaient compte qu'ils n'avaient pas assez de bûches pour réchauffer leur maison ou bien pour illuminer leur maison, ils pouvaient donc sortir et acheter ces bûches-là, donc c'est chez ce groupe de commerçants. Et ce groupe de commerçants restait à l'extérieur après la sortie des étoiles, à peu près une demi-heure. Comme ça tranche la halacha, le roche, etc., le rif et le rambam. Donc, la mitzvah de l'allumage des bougies, c'est durant 30 minutes. Et donc, la Gemara se pose la question, pour quelle raison alors, comme ça on tranche la Gemara tranche la halacha, qu'en fin de compte, si les bougies se sont éteintes, on n'aura pas besoin de les rallumer. Alors la Gemara se pose la question, comment tu peux nous dire que tu n'as pas besoin de les rallumer alors que la mitzvah c'est durant 30 minutes? La Gemara donne deux réponses. Alors, ces 30 minutes-là, lorsque la Gemara vient de dire que la mitzvah c'est durant 30 minutes, alors, des ilo adlik, madlik, peut-être c'est pour nous dire un laps de temps que la personne a la possibilité d'allumer si elle n'a pas eu le temps d'allumer au préalable. Il y a eu des bouchons, n'importe, elle arrive en retard à la maison, après la sortie des étoiles, elle a la possibilité d'allumer durant 30 minutes. Première réponse de la Gemara. Deuxième réponse de la Gemara, Veinami les shiura, c'est-à-dire combien de temps tu dois mettre à l'intérieur de tes bougies, combien d'huile tu dois mettre, combien de quantité d'huile tu dois mettre dans tes bougies, ok, pour accomplir la mitzvah. Eh bien, en fait, c'est un laps de temps de 30 minutes. Deux réponses rapportées par la Gemara. De là, on apprend que, afin d'accomplir comme il se doit la mitzvah, il faut qu'il y ait une quantité nécessaire d'huile d'olive ou bien de la cire. C'est des gens qui utilisent des bougies à cire, alors que la bougie à cire puisse rester un minimum de temps qui est de 30 minutes après la sortie des étoiles. Très bien. Donc, lorsqu'on va allumer les nerot de Hanouka, il faut que ça soit adlaka ou sa mitzvah. Il faut qu'au moment de l'allumage, il faut qu'il y ait toutes les mesures requises pour que l'allumage puisse rester tant de temps, 30 minutes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait assez de quantité, il ne faut pas qu'il y ait de vent pour que les bougies puissent rester allumées. Donc si en fin de compte, je pose dans un endroit ma Hanoukia, je allume la Hanoukia alors que je sais très bien que selon les mesures requises, selon ce qui se passe autour, c'est sûr et certain que ça va s'éteindre. Par exemple, il y a du vent, la fenêtre elle est ouverte ou bien j'allume à l'extérieur, n'importe, et je n'ai pas
assez de protection pour que ma Hanoukia puisse rester allumée pendant minimum 30 minutes. Alors il faut savoir que là, à ce moment-là, je n'aurais pas accompli la mitzvah. Et une personne qui fait la bracha dans de telles conditions, il aura dit une bénédiction en vain. Il devra refaire avec beracha. Donc c'est pour cela que Adlaka ou sa mitzvah, il faut faire en sorte que lorsque je vais allumer mes bougies de Hanouka, il faut que toutes les conditions requises soient présentes afin de pouvoir accomplir la mitzvah comme il se doit, donc qu'il y ait la quantité nécessaire, qu'il n'y ait pas de vent, etc. Maintenant, la Gemara a de nous poser la question, Im kafta zakukla o en zakukla. Si elle s'éteint quand même, j'avais toutes les mesures, tout a été pris en compte, etc. Donc j'avais ce qu'il fallait, c'est-à-dire j'avais la quantité d'huile, il n'y avait pas de vent ni rien, tout était fermé, il n'y avait pas de possibilité qu'il allait avoir un courant d'air et que ça allait s'éteindre. Et là, il y a un enfant, il passe et il fait tomber les nérodes de Hanouka. Baruch Hashem, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'incendie ni rien, Baruch Hashem. Mais est-ce qu'à ce moment-là, pendant la demi-heure, s'est passée cette action, est-ce que je devrais rallumer ou pas? La Gemara de nous apprendre En zakukla, j'aurais pas besoin de rallumer. C'est important de connaître cette halakha. Pour quelle raison? Parce qu'on voudra tous rallumer. Est-ce qu'on devra faire la bracha ou pas? Non. Parce que la mitzvah elle a déjà été accomplie. Adlaka ou sa mitzvah, c'est l'allumage qui a accompli la mitzvah. Donc j'ai accompli la mitzvah. C'est vrai que c'est pas resté le temps imparti comme rapporté par le Talmud, certes, mais au moins toutes les conditions étaient présentes pour pouvoir accomplir la mitzvah comme il se doit. Et là, il y a eu quelque chose qui a été fait. Là, il y a un enfant qui est passé, elle a fait tomber la Hanoukia. Ça a été fait. Toi, tu as accompli la mitzvah parce que au moment de l'allumage, toutes les conditions étaient présentes. Donc, si on voudra rallumer, alors on pourra rallumer, c'est vrai, mais sans beracha. Interdit de dire une bracha, parce que là, ça sera considéré comme étant une bénédiction en vain. Très bien. Il faut savoir que 5 Amoraïm tranchent comme ça la halakha dans la Gemara. 5 Amoraïm sont les rabbanim qui sont rapportés dans le Talmud, les Amoraïm, Tanaïm. 5 Amoraïm tranchent comme ça la halakha. Rav Frisda, Rabbi Zera, Rav, Rabbi Irmia et Rabbi Yochanan. Donc ces 5 Amoraïm tranchent de cette façon la halakha. Et ils rapportent plusieurs preuves à leur idée halachique de dire que Béhémet, c'est au moment de l'allumage, lorsqu'il y a toutes les conditions requises, que j'accomplis la mitzvah. Ils rapportent plusieurs preuves et une des preuves c'est quoi? C'est la bracha par elle-même. La bracha, qu'est-ce qu'on dit? Asher kideshano bemizota vitzvano la adlik ner Hanouka. La adlik, la mitzvah, c'est la bougie, l'allumage. Donc lorsque je vais faire la bracha de l'allumage, la adlik ner Hanouka. Ok? C'est pas la niach nerot Hanouka. C'est pas poser les nerot de Hanouka. Non, c'est la adlik, la mitzvah, c'est l'accomplissement par l'allumage de la Hanoukia. C'est une des preuves. Très bien. Mais ce qui est très intéressant, c'est au sujet même de la bracha par elle-même. Qu'est-ce qu'on dit? La adlik ner Hanouka. On fait tout ça à la maison. La adlik ner Hanouka. Shabbat, on dit la adlik ner shel Shabbat. Et à Hanouka, on dit la adlik ner Hanouka. Et pourtant, le Talmud de nous dire que la bracha doit être la adlik ner shel Hanouka. Comment comprendre? Comment notre coutume peut être différente de celle du Talmud? Mis à part cela, plusieurs Géonim, il y a plus de 1000 ans, le Shiltod et Rav Achai Gaon, le Baal Halachot Gedolot, le Rav Amram Gaon, le Rif, le Rosh, le Rambam et plusieurs autres Rishonim. Donc les 3 piliers de la halakha, le Rif, le Rosh et le Rambam, tranchent la halakha comme le Talmud, que la bracha doit être la adlik ner shel Hanouka. Alors comment nous, notre coutume, vous allez voir dans les Sidurim Séfarad, notre coutume est de dire la adlik ner Hanouka. Déjà, premièrement, comment on peut trancher à l'encontre du Talmud et comment on peut trancher à l'encontre de tous les Rishonim que nous venons de dire, des Géonim, et en plus de ça, les 3 piliers de la halakha sur lesquels Rabbi Yosef Karo se tient pour trancher la halakha dans le Shulchan Aruch. Et surtout que le Shulchan Aruch lui-même, Siman 676 halakha 1, il dit que la bracha c'est quoi? La adlik ner Hanouka, et non pas comme les 3 piliers de la halakha. Alors tout d'abord, d'où l'importance d'avoir quand même une certaine connaissance du Talmud, certaines connaissances des poskim, des rishonim, des acharonim, des géonim, etc. pour comprendre la halakha. Il est rapporté comme ça dans le traité Souka 46a. Déjà premièrement, la Gemara rapporte là-bas les bénédictions que l'on doit dire sur la Souka, sur le lulav, etc. Et aussi la bracha que l'on doit dire sur la Hanoukia, les bougies de Hanouka. La Gemara de nous dire là-bas que la bracha c'est la adlik ner, entre parenthèses shel, plus loin Hanouka. Donc même la Gemara par elle-même, on ne sait pas réellement c'est quoi réellement le nosar
ok, le rite dit par le Talmud. Donc, traité Souka 46a. Mis à part cela, le livre Dikdouké Sofrim dit que le rite le plus véridique, c'est de dire la Adlik Ner Hanouka. Et non pas comme le Talmud dans le traité Shabbat 26a, non pas comme les Géonim rapportés au Pralab, ni les Roshonim cités plus haut. Très bien. Le Shulchan Aruch, comme on vient de dire, Siman 676 d'Alacha 1, tranche l'Alacha de la Adlik Ner Hanouka. Le Meiri, bien évidemment, c'est un Rishon, tranche comme ça dans le traité Shabbat 23a, ainsi que dans le traité Psachim 7b, il dit que le Nosar, le rite le plus véridique, c'est la Adlik Ner Hanouka et non pas Ner Shel Hanouka. D'autres Rishonim se rangent selon l'opinion du Meiri. Donc selon tout cela, le Shulchan Aruch s'est tenu sur eux pour dire que la coutume est de dire la Adlik Ner Hanouka. Mais pourquoi? Pourquoi? Nous avons une généralité, comme nous enseigne le Radbaz, volume 4, Siman 80, le Re'em dans sa Tchouva, Siman 1, le Khatam Sofer dans sa Tchouva, dans Orach Chaim, Siman 51, et d'autres Acharonim qui tranchent la halakha. Que lorsque nous avons une divergence d'opinion, on l'a déjà dit ça à plusieurs reprises, une divergence d'opinion entre le sens simple de la halakha, c'est-à-dire le Talmud, les Rishonim, et le sens caché, la Kabbalah, le Harizal, alors nous devons trancher la halakha toujours comme le sens simple, les Rishonim et le Talmud. Pourquoi le Shulchan Aruch a-t-il tranché la halakha ici, non pas comme le sens simple, mais comme le sens caché? Et oui, c'est le sens caché des choses. Le Harizal nous dit comme ça dans le Sha'ar HaKavanot, dans son livre Sha'ar HaKavanot, page 108. Il dit comme ça, c'est pas le Harizal qui a écrit, c'est Sha'ar HaKavanot, au nom du Rabbeinu Harizal, c'est rapporté là-bas que la bracha doit être la Adlik Ner Hanouka. Et pour quelle raison? Alors ce sont des raisons kabbalistiques que moi personnellement je n'ai pas connaissance, que je ne pourrais pas vous expliquer, mais en tout cas c'est rapporté là-bas les acrostiches de certains versets comme Nafshinu Chiketa Lachem, sont les accrochiches Nun Chet Lamed, c'est la Adlik Ner Hanouka, ainsi que du verset Notsar Chesed la Alafim, c'est aussi les accrochiches la Adlik Ner Hanouka. En tout cas, voilà, on n'a pas connaissance de ce sens caché des choses kabbalistiques, mais en tout cas, le Shulchan Aruch s'est tenu sur le Sha'ar HaKavanot, qu'il faut dire la Adlik Ner Hanouka et non pas la Adlik Ner Shel Hanouka. Alors, comment peut-il se ranger selon l'avis kabbalistique, alors que nous avons l'avis simple, et comme on le sait tous, comme on l'a rapporté à plusieurs reprises, lorsqu'il y a une divergence d'opinion entre le sens caché et le sens simple, on doit toujours se tenir, notre opinion doit toujours se ranger face derrière donc l'opinion simple des choses, le Talmud, les Rishonim. Alors pourquoi ici le Shulchan Aruch tranche-t-il la halakha comme le Harizal, comme la Kabbalah? Alors il faut savoir, déjà premièrement, le fils du Rambam, Rabbeinu Avraham, on a dit au Pralab que le Rambam dit la Adlik Ner Shel Hanouka. Et pourtant le fils du Rambam, dans sa Tchouva Siman 83, dit que le rite véridique de la bracha, c'est la Adlik Ner Hanouka et non pas la Adlik Ner Shel Hanouka. Donc même le fils du Rambam, à part le Meiri, à part le Talmud dans le traité Souka 46, à part la Kabbalah, on voit de tout cela que Béhémet, le rite le plus véridique, c'est la Adlik Ner Hanouka. Mis à part cela, quand est-ce qu'on se range derrière la vie simple, la vie simple, donc le Talmud, les Rishonim, face à la Kabbalah, lorsqu'il s'agit d'une divergence d'opinion, lorsqu'il c'est un permis ou un interdit? Là, il y a une vraie divergence d'opinion, alors on devra toujours se ranger derrière la vie simple de la halakha, les Rishonim et le Talmud. Et aussi la même chose lorsqu'il y a un safek bracha, lorsqu'on a un doute sur une bracha, qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce qu'on doit dire la bracha? On ne doit pas dire la bracha? On devra toujours se ranger derrière donc la vie simple de la halakha, le Talmud et les Rishonim. Mais ici, il ne s'agit ni d'un safek d'une bracha, est-ce qu'on doit dire cette bracha, on ne doit pas dire cette bracha? C'est ni non plus une divergence d'opinion sur un permis ou un interdit. C'est juste maintenant, est-ce qu'on doit rajouter le mot shel? Il n'y a pas grande différence, il n'y a pas mort d'homme, ok? Comme on dit. Donc, dans ce cas-là, le Shulchan Aruch a la possibilité de se ranger face à la Kabbalah, derrière l'avis kabbalistique. C'est pour ça que dans ce cas-là, il dit que la coutume est de dire la Adlik Ner Hanouka. Il y a des grandes raisons kabbalistiques. Encore une fois, on n'a pas connaissance de ce genre de domaine de la Torah. Mais en tout cas, voilà. C'est pour ça que le minhag est de dire la Adlik Ner Hanouka. On a déjà donné cet exemple. Kabbalah face au sens simple par rapport à la bracha de Mein Sheva,
chacun peut voir dans un de nos cours qu'on a déjà donné. Ok? Mais en tout cas, voilà là-bas, il s'agissait d'une divergence d'opinion en ce qui concerne la bracha elle-même. Est-ce qu'on doit la dire ou on ne doit pas la dire? Là, dans ce cas-là, on devra se ranger face au sens simple de la halakha. D'ailleurs, il y en a certains qui, selon cela, on dit qu'il y en a certains qui ont la coutume, lorsqu'on fait Alamechia, lorsqu'on dit Alamechia, est-ce qu'à la fin de Alamechia, on dit Ala-Haaretz ve'Alamechia ve'ala kalkala? Est-ce qu'on devra rajouter ve'ala kalkala ou pas? C'est quoi Ala-Haaretz ve'Alamechia? On remercie Hachem qui est source de bénédiction, etc. Ala-Haaretz ve'Alamechia, on remercie Hachem par rapport à la parnassa qu'il nous a donnée, par rapport aux aliments qu'il a pu nous donner pour qu'on puisse, Baruch Hashem, manger et vivre. Et on rajoute, il y en a certains qui rajoutent ve'ala kalkala, et on remercie aussi Hachem de nous avoir donné une place dans tel et tel boulot, de nous avoir, Baruch Hashem, donné tel et tel parnassa. Donc, on remercie Hachem pour autre chose, par rapport à la parnassa, par rapport à la kalkala, par rapport à l'économie, Baruch Hashem, qu'on a pu rentrer dans tel et tel travail. Donc, est-ce qu'on doit rajouter cela ou pas? Est-ce qu'on doit rajouter ve'ala kalkala ou pas? Alors, il y en a certains qui ont dit que, étant donné que par rapport à la Hadlakat de Nerot de Hanouka, on voit qu'on peut se ranger à ce moment-là derrière donc la vie kabbalistique, même à l'encontre des Rishonim. Alors la même chose ici, on pourrait rajouter ve'ala kalkala à la fin de Alamechia. C'est une coutume, on peut rajouter ve'ala kalkala, c'est quoi le problème? C'est vrai que la vie du Rashba, du Rif, du Rambam dans les lois de Brachot, Halakha 13, chapitre 3, le Rosh, chapitre 6 du traité Brachot, Siman 42, le Baal Halachot Gedolot sur les lois de Brachot, chapitre 6, et la plupart des Rishonim tranchent qu'il faut dire uniquement ve'ala mechia et non pas ve'ala kalkala. C'est-à-dire, on peut aussi se ranger face à la coutume, derrière cette coutume-là, de dire aussi ve'ala kalkala à la fin. Il n'y a pas mort d'homme, comme on a dit maintenant. Mais en réalité, non. Encore une fois, c'est très important d'avoir une idée vaste de la halakha, une idée claire des Rishonim, des Acharonim, et bien vaste, une panel de Rishonim, de Acharonim et de Gemarot pour comprendre les raisons d'un interdit, les raisons d'un permis, la raison d'une coutume, pourquoi on l'a fait, pourquoi on ne la fait pas. On a expliqué maintenant pourquoi on dit la Hadlik Ner Hanouka, parce qu'au contraire, il n'y avait rien, il n'y avait aucun problème. Mais ici, le Yalkut Yosef, Siman 208, alinéa 25, rapporte au nom du Sefer HaRokeach, Siman 341, que l'on doit dire uniquement Ala-Haaretz ve'ala mechia et non pas ve'ala kalkala. Pour quelle raison? Le Sefer HaRokeach rapporte une Gemara dans le traité Berachot 49a, she'en chotmim b'shtaim, c'est-à-dire que lorsqu'on va finir une beracha, on commence par ala mechia, ve'ala kalkala, Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, ala-Haaretz ve'ala mechia, ve'ala kalkala, ve'ala tomat hasadeh, ve'ala eretz hazeh, etc. Et à la fin, on est chotem, on signe la bracha par la bracha Baruch Atah Hashem. Lorsqu'on va signer une bracha, on ne devra pas signer sur deux sujets différents. On ne doit pas signer sur deux sujets différents. Je vous donne un autre exemple. À Tisha B'Av, Bezrat Hashem, que tout cela soit que théorique et qu'on ne puisse plus faire cette bracha Bezrat Hashem par la venue du Mashiach. Mais en tout cas, à Tisha B'Av, on dit quoi? On rajoute une bénédiction Nachem dans Tishkol Betor Yerushalayim, dans la Hamida. On dit là-bas, à la fin de la bracha, on signe la bracha. Par quoi? On dit Menachem Tzion. On dit Menachem Tzion Bevinyan Yerushalayim. On aura condoléance de Tzion par la construction de Yerushalayim. Donc c'est un même sujet. Et non pas, comme certains ont la coutume, Menachem Tzion Veboni Yerushalayim. On aura condoléance de Tzion et la construction de Jérusalem. Non, ce sont deux sujets distincts. Donc, la coutume, c'est de dire Menachem Tzion Bevinyan Yerushalayim. Donc, c'est un même sujet. Encore une fois, ça revient à dire ce que l'on vient de dire maintenant. Ce que dit le Rokeach au nom du traité Brachot 49a, qu'on ne doit pas signer une bracha, on ne doit pas finir une bracha par deux sujets distincts, mais uniquement par un sujet. C'est pour cela que là, vraiment, il s'agit d'une halakha. C'est rapporté dans le Talmud 49a, qu'on ne doit pas signer par deux sujets distincts. C'est pour cela que là, on ne pourra pas se ranger à la coutume. On ne pourra pas se ranger face à la Kabbalah, par exemple. Parce que tout simplement, la halakha est différente de cette coutume. Là, il y a un problème halachique. Ce n'est pas comme la Hadlik Ner Hanouka ou Ner Shel Hanouka où il n'y a aucune, en fin de compte, différence. Permis, interdit, bracha levatala ou pas bracha levatala. Non, il n'y a aucun problème.
C'est juste, est-ce qu'on doit rajouter ce mot ou pas? Là, il y a un problème halachique. C'est pour cela que dans ce cas-là, on ne pourra pas dire ve'a la kalkala. Conclusion halachique. Par rapport à la bracha des Nerot de Hanouka, on devra dire, c'est ça la coutume, la adlik ner Hanouka. Les Ashkenazim, eux, ils disent la adlik ner shel Hanouka. Par rapport à la mechia, par rapport à la mechia, on ne devra pas dire à la fin ve'a la kalkala, on devra dire à la haretz ve'a la mechia, c'est tout, et non pas ve'a la kalkala, parce qu'on ne signe pas par deux sujets distincts. Très très bien. Super. Ça, c'est par rapport au rite de la bracha que l'on doit dire lorsqu'on allume les Nerot de Hanouka. Maintenant, par rapport au temps de l'allumage. Quel est le laps de temps, à partir de quand on peut allumer les Nerot de Hanouka et jusqu'à quand? Alors, il faut savoir, c'est écrit comme ça, selon ce qu'a dit la Gemara, Mizvata Meshitishka Chama Achechere Regen Minashuk. On a dit au préalable, depuis le coucher du soleil jusqu'à 30 minutes après la sortie des étoiles. Ça veut dire quoi? Mizvata Meshitishka Chama, à partir du coucher du soleil, ça veut dire que l'allumage peut être fait à partir du coucher du soleil. Alors, elle nous dit la Gemara, les Rishonim, ils nous disent le Rashba, le Ran, effectivement, qu'on peut allumer à partir du coucher du soleil. Mais il faut savoir que, on va tout de suite démentir cela, bien évidemment. Il faut savoir que selon la halakha, on peut allumer même depuis le plag amintra. C'est quoi le plag amintra? C'est 1h15 variable. C'est pas le moment de développer c'est quoi variable, etc. 1h15 variable avant la sortie des étoiles. Donc, à partir de plag amintra, on peut allumer. D'ailleurs, on le voit veille de Shabbat. Veille de Shabbat, on ne peut pas allumer après le coucher du soleil. Évidemment, c'est interdit. C'est possible que c'est Shabbat, c'est possible que c'est la nuit, c'est possible que c'est encore le jour. Donc, on a un safek qui s'appelle Benash Mashot. Donc, on allume quand? On allume avant les bougies de Shabbat. Même avant les bougies de Shabbat. Donc, à partir de Plag Amintra, on peut allumer. Le plus proche de Shabbat. Donc, on voit que la misva d'allumage de la Hanoukia se fait même à partir du Plag Amintra. Mais c'est quand en semaine, en général, lundi, dimanche, etc. Quand est-ce que je dois allumer? Selon le Rashba, le Ran, on peut allumer depuis le coucher du soleil. La misva, c'est depuis le coucher du soleil, comme elle dit la Gemara. Cependant, il faut savoir, le Baal Halachot Gedolot, Siman 9 dans les lois de Hanouka, qu'il faut uniquement allumer à partir de la sortie des étoiles. Tel est l'avis aussi du Rambam. Et comme ça, tranche Maran à Shulchan Aruch dans le Siman 672 Halacha 1, que En Madlikin Hanouka Kodem Shitishka Chama, et là, im sauf Shkiata, à la fin de la Shkia. Donc en fin de compte, lorsque la Gemara vient de nous dire Mizvata Mishitishka Chama, c'est à partir du coucher du soleil, mais vraiment que le soleil soit couché et on débute la sortie des étoiles. Comme ça comprennent donc le Baal Halachot Gedolot, comme ça comprend le Rambam, mais comme ça comprend aussi le Shulchan Aruch. C'est pour cela que selon la Halacha, les Katrila, il faudra allumer, lorsque tous les jours on va pour allumer les Nerot de Hanouka, on devra allumer à partir de la sortie des étoiles. Encore une fois, bien évidemment, veille de Shabbat, on allume avant le coucher du soleil. Ça, c'est même pas à développer, il n'y a même pas besoin de développer sur ce sujet. Très bien. Mais il faut savoir que le Rambam explique comme ça que selon ce qu'elle a écrit la Gemara Mizva Mishitishka Chama, qu'il semblerait que la Mizva est d'allumer à partir du coucher du soleil. À partir du coucher du soleil, parce qu'il y a écrit dans la Gemara Mizvata Mishitishka Chama. D'ailleurs, c'est rapporté comme ça dans le livre Maaserav, au nom du Gaon de Vilna, qu'effectivement, la Mizva, c'est d'allumer même les Katrila à partir du coucher du soleil. Donc le Gaon de Vilna, lui, il est d'avis qu'on doit allumer à partir du coucher du soleil. Comme ça, c'est rapporté dans la Gemara. Comme ça, ils expliquent la Gemara. Mishitishka Chama à partir du coucher du soleil. Donc pas à la sortie des étoiles, mais au coucher du soleil. Mais la coutume séfarade, c'est d'allumer uniquement à partir de la sortie des étoiles. Pour quelle raison? C'est rapporté comme ça dans le Shulchan Aruch, Siman 562 Halacha 1, au sujet des jeûnes. Quand est-ce qu'on finit le jeûne? On finit le jeûne qu'à la fin de la Shkia, à la sortie des étoiles. C'est rapporté comme ça dans le traité Ta'anit 12a. Kol she'amra shelo shaka alav achama, que le Ta'anit, que le jeûne ne termine que à la fin de la Shkia, que à la sortie de
qu'à la fin donc on termine donc le coucher du soleil, donc on débute la sortie des étoiles. Donc en fin de compte, lorsque la Gemara dit Mishitishka Achama, lorsqu'il y a le coucher du soleil, c'est à la fin de la Shkia, comme par rapport au jeûne. Lorsqu'on a un jeûne, Tisha B'Av, 17 Tammuz, le 10 Tevet, Ta'anit Esther, ou bien Tzom Gedalia, tous ces jeûnes-là, on les débute à l'Ot HaShachar, on les termine à la sortie des étoiles. Ah, vous allez dire, mais il y a écrit comme ça dans la Gemara, Mishitishka Achama. Non, la Gemara définit bien dans le traité Ta'anit 12a que le jeûne ne termine pas avant la fin de la Shkiat Achama, avant la fin donc du coucher du soleil. Donc lorsque le Talmud nous apprend Mishitishka Achama, c'est la fin du coucher du soleil et non pas le début du coucher du soleil, donc à proprement dit la sortie des étoiles. D'ailleurs, aucun posek ne peut trancher la halakha qu'un jeûne termine au coucher du soleil. D'ailleurs, les Tosafot, au nom de Rabbeinu Tam, le Sefer HaYashar, le Sefer HaManig, le Mordechai, le Ravaya, le Rosh, le Tour, le Gaot Mamoniot, tout cela, tous ces Rishonim nous apprennent qu'un jeûne ne peut pas terminer au coucher du soleil, mais uniquement à la fin du coucher du soleil, c'est-à-dire à la sortie des étoiles. Tous les Acharonim pensent comme ça, le Bach, le Shiurik Knesset Agdola, le Eliarabba, le Tfilat de David Amar, le Pri Megadim, le Chemdat Yamim, le Mishra de Ravuta, le Mahamar Mordechai, le Chaya Adam, le Derech HaChaim, le Tosefet Chaim, le Ben Ishraï, le Kafa Chaim et beaucoup d'autres Acharonim tranchent qu'on ne pourra jamais terminer un jeûne, même un jeûne qui est rabbinique, on ne pourra jamais le terminer au coucher du soleil, mais uniquement à la sortie des étoiles. Très bien. Donc on voit que même lorsque la Gemara nous apprend Mishitishka Achama à partir du coucher du soleil, la Gemara veut nous apprendre à la fin du coucher du soleil, c'est-à-dire la sortie des étoiles. D'ailleurs, on a dit au préalable que la vie du Gaon de Vilna, c'est à partir du coucher du soleil. Il faut savoir que le Gaon de Vilna lui-même se contredit dans deux endroits différents. Dans les lois de Hanouka, effectivement, il dit là-bas, Mishitishka Achama, à partir du coucher du soleil, on a le minhag d'allumer les bougies de Hanouka. Et pourtant, dans le Siman, dans les lois de Mila, dans le Siman 266, alinéa 17. Vous pouvez vérifier. On vous donne maintenant toutes les références, toutes les sources. Dans les lois de Mila, Yoredea Siman 266, alinéa 17. Le Gaon de Vilna nous dit la chose suivante. Je vous lis les mots. Abraïta de Mizvat Nechanuka Meshitishka Achama Rabbi Yehudaï. Lorsque la Gemara, il vient nous expliquer même la Gemara. Lorsque la Gemara nous apprend dans le traité Shabbat que les bougies de Hanouka devront être allumées à partir du coucher du soleil, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, il pense que le coucher du soleil, là, c'est la sortie des étoiles. C'est-à-dire juste après le coucher du soleil, à partir du moment où il y a l'heure du coucher du soleil, c'est l'heure de la nuit. Pour lui, c'est la nuit. Avalanan, kaimalan, ke Rabbi Yossi le chumra. Mais nous, on ne tranche pas comme Rabbi Yehuda. On tranche comme Rabbi Yossi. Lui, Rabbi Yossi, après l'heure que donne Rabbi Yehuda, c'est-à-dire le coucher du soleil, selon lui, tout cela, toute cette période-là, qui est aujourd'hui nous considérée comme étant le laps de temps de Ben Hashmashot, on a un safek si c'est le jour ou la nuit. Selon Rabbi Yossi, tout ça c'est la journée. Jusqu'à Kerefaïn, c'est-à-dire le clin d'œil avant la sortie des étoiles, c'est ce qu'on appelle Shkiat Achama. Le coucher du soleil, c'est le laps de temps d'un clin d'œil, une fraction de seconde. Donc, selon Rabbi Yossi, toute la période de Ben Hashmashot, c'est considéré comme étant la journée pour lui. Et donc, le Gaon de Vilna, il nous dit Anan Kaimalan ke Rabbi Yossi la Chumra. Nous, on tranche comme Rabbi Yossi pour être plus strict. Chez Sover, chez Kol Ben Hashmashot, chez Rabbi Yehuda, Yom Gamuru. Que tout le laps de temps de Ben Hashmashot, selon Rabbi Yehuda, c'est la journée. Selon Rabbi Yossi, c'est le jour. Au Mishumachri, Kadvu Aposkim, chez Beta'anit ou Bechanouka. Il finit dans ces termes, le Gaon de Vilna, que c'est pour cette même raison que les poskim tranchent par rapport à la fin du Ta'anit, à la fin d'un jeûne, où l'allumage de Hanouka doit se faire uniquement à Tzeta Kochavim, à la sortie des étoiles. Donc on voit que même le Gaon de Vilna tranche de cette façon. D'ailleurs, le Tshuvot Va'anagot du Harav Sternburg, lui il écrit au début de son livre, qui lui, il se dit être c'est un gadolador, le Rav Sternburg. Il dit comme ça, il se dit être l'arrière-petit-fils du Gaon de Vilna. Arrière-petit-fils du Gaon de Vilna. Et il dit là-bas, il rapporte un témoignage d'un chacham un sage qui était dans la synagogue du Gaon de Vilna,
que le Gaon de Vilna avait institué pour ses fidèles de la synagogue d'allumer à la sortie des étoiles. Donc on voit que même le Gaon de Vilna, il est de ce même avis. Donc, pour faire la mitzvah comme il se doit, nous avons le Shulchan Aruch, nous avons tous les Rishonim que nous avons rapportés au préalable, nous avons tous les Acharonim que nous avons rapportés au préalable, nous avons le Gaon de Vilna. Ok, même le Gaon de Vilna, il tranche comme ça. Alors, pour faire une mitzvah comme il se doit, on allume à la sortie des étoiles et non pas au coucher du soleil. Très bien. Ça, c'est par rapport à la semaine. Le Shabbat, on allume bien évidemment à partir du Plaga Mitra le plus proche possible de l'allumage des Nerot de Shabbat. Ok, on allume à ce moment-là les Nerot de Hanouka. Très bien. Mais à la sortie de Shabbat, quand est-ce qu'on doit allumer? Alors, on sait tous, une grande discussion dans les Rishonim en ce qui concerne la sortie des étoiles. Nous venons de voir maintenant l'avis de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda, lui, il pense qu'à partir du moment où il y a le coucher du soleil, toute cette période-là, c'est la nuit. Selon Rabbi Yossi, cette période-là, à partir du coucher du soleil de Rabbi Yehuda, tout ça, c'est le jour. Jusqu'à qu'arrive la sortie des étoiles, c'est la Shkia Tachama. À ce moment-là, c'est le laps de temps d'un clin d'œil. Marloket, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Nous, on tranche la halakha que pendant toute cette période-là, entre la vie de Rabbi Yehuda et la sortie des étoiles, toute cette période-là, qui est calculée à 13 minutes et demie variable, toute cette période-là, c'est considéré comme étant Ben Hashmashot. On ne sait pas. Donc, c'est le coucher du soleil, certes, mais on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Ok, donc c'est pour ça qu'on tranche la halakha que pendant cette période-là, on n'a pas le droit de faire de melachot. Ok, par exemple, la veille de Shabbat, à partir du moment où il y a le coucher du soleil, interdit 1 minute ou 2 minutes avant le coucher du soleil, on se détache de toute melacha, on n'a plus rien le droit de faire comme interdit. Parce qu'on a un safek. Si c'est Shabbat, alors Chazé Shalom, on rentre dans un safek de Horaïta. Alors à ce moment-là, on ne fait plus de melachot. Très très bien. Il a fait bien. C'est Ben Hashmashot. Le problème, c'est que quoi? On a la vie de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, lui, il pense que le coucher du soleil, ok, le coucher du soleil, c'est, je vous lis les mots. C'est écrit comme ça. Que 58 minutes et demie après la Shkia, toute cette période-là, depuis le coucher du soleil, 58 minutes et demie, tout ça c'est considéré comme le jour, à proprement dit le jour. 58 minutes et demie variable. Après 58 minutes et demie variable, on a la période de Ben Hashmashot qui est aussi elle définie comme étant 13 minutes et demie variable. Donc ça nous fait en tout 72 minutes et demie variables. Donc selon Rabbeinu Tam, à partir du moment, vous allez voir sur votre calendrier, le coucher du soleil, telle heure, ok, on va dire aujourd'hui en Israël à peu près à 16h40, ok, selon Rabbeinu Tam à ce moment-là, il faut décompter 58 minutes et demie variables. Ça dépend en été ou en hiver combien c'est de temps, ok. Donc 58 minutes et demie variables, selon Rabbeinu Tam, toute cette période-là, c'est considéré comme étant le jour. Après 58 minutes et demie variables, c'est considéré comme Ben Hashmashot. On a un safek si c'est le jour ou la nuit. Ok, 13 minutes et demie variables. Donc après 72 minutes en tout, 72 minutes variables, après cela, c'est considéré comme étant la sortie des étoiles. Donc ça, c'est la vie de Rabbeinu Tam. Le Shulchan Aruch tranche dans le Siman 261 Halakha 2 comme la vie de Rabbeinu Tam dans les lois de Shabbat. Alors que dans les lois de Mila, il dit là-bas comme la vie des Géonim. C'est quoi la vie des Géonim? Comme la vie de Rabbi Yehuda, etc. Que c'est uniquement 13 minutes et demie variables à partir du coucher du soleil. Après le coucher du soleil, directement comme la vie de Rabbi Yehuda, c'est considéré comme étant Ben Hashmashot. Donc 13 minutes et demie variables après la Shkia Tachama, après le coucher du soleil, c'est la sortie des étoiles. Très bien. Donc c'est à peu près 19, 20 minutes, entre 15 et 20 minutes. Ça dépend en hiver ou en été. Bon, on arrondit tous à 20 minutes après le coucher du soleil. 20 minutes horaire, ok, horaire normal. 20 minutes, c'est la sortie des étoiles. Très très bien. Le problème, c'est qu'on a la vie de Rabbeinu Tam. Et le Shulchan Aruch tranche comme le Rabbeinu Tam. Donc, comment on peut allumer les Nerot de Hanouka à la sortie de Shabbat? Est-ce que uniquement 20 minutes après la sortie des étoiles, après le coucher du soleil? Donc à la sortie des étoiles, en général, on est marmire de faire 30 minutes après le coucher du soleil, du moins en Eretz Israël. Ok, de partout. Bon, c'est pas le moment de développer aussi ce sujet, mais en tout cas, 30 minutes après la sortie des étoiles, après le coucher du soleil, c'est la fin de Shabbat.
Donc, est-ce qu'on devra allumer maintenant ou bien on devra allumer selon l'avis de Rabbeinu Tam? Alors, on le sait tous. En général, toute la semaine, on allume selon l'avis des Géonim. On a la coutume, comme ça, on tranche comme l'avis des Géonim, que 20 minutes après le coucher du soleil, donc 13 minutes et demie variables après le coucher du soleil, on allume la Hanouka dans toutes les maisons d'Israël, Mais à la sortie de Shabbat, il faut savoir qu'étant donné que le Shulchan Arour tranche comme l'avis de Rabbeinu Tam, spécifiquement, entre guillemets, dans les lois de Shabbat, donc on peut craindre, lorsqu'il y a ici un safek, peut-être on va transgresser l'interdit d'allumer pendant Shabbat. Selon Rabbeinu Tam, la sortie de Shabbat n'est pas encore sortie avant 72 minutes. 72 minutes variables après le coucher du soleil. Donc selon Rabbeinu Tam, si j'allume maintenant la Hanoukia, donc 20 minutes après le coucher du soleil, 20 minutes ou 30 minutes après le coucher du soleil, à ce moment-là, je fais un Issour d'allumer pendant Shabbat. Donc là, il y a une Khumra. Il faut être strict parce que peut-être que je veux faire un Issour de la Torah, un interdit de la Torah selon Rabbeinu Tam. C'est pour cela que pour tout ce qui est de la Torah, par rapport à la sortie de Shabbat, par rapport à l'entrée de Shabbat, là pour le coup, on ne fait pas comme Rabbeinu Tam, mais par rapport à la sortie de Shabbat, par rapport à la sortie de Kippour, qui est aussi de la Torah, pour toutes ces choses-là, on est mahmir comme Rabbeinu Tam. Pour cela que la sortie de Shabbat, c'est bien, il faut vraiment essayer d'enseigner ça chez soi, chez ses amis, etc. Que toute personne essaye d'être mahmir, essaye d'être strict, de ne pas faire aucune melacha. Ça c'est toute l'année. Aucune melacha jusqu'à l'heure de Rabbeinu Tam, que ce soit en France ou en Eretz Israël. La même chose pour Kippour. Pour ceux qui ont la possibilité de terminer à l'heure de Rabbeinu Tam, Baruch Hashem tavo la bracha, il sera digne de louange. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien d'être strict à ce moment-là. Et donc pour Hanouka, c'est vrai que la misva, c'est c'est 30 minutes après la sortie des étoiles. Et donc lorsque je vais allumer après ces 30 minutes, si je suis Rabbeinu Tam, je serai après cette période-là, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la misva de Hanouka, comme il dit le Shulchan Arour, Yossi vaoler kol halayla. C'est-à-dire que je peux allumer toute la nuit en cas de force majeure. Si une personne elle est revenue à la maison à 1h du matin, elle peut allumer à ce moment-là avec Beracha, il n'y a pas de problème. Et donc là, nous avons une misva des Rabbanan, une misva d'ordre rabbinique qui est Hanouka. C'est vrai que les 30 premières minutes, c'est le top du top. Très bien. Mais dans tous les cas, on ne va pas allumer 30 minutes après la sortie des étoiles parce qu'on devra sortir Shabbat 30 minutes. 30 minutes après le coucher du soleil. Donc on est déjà dans les premières 10 minutes. On va aller à vite, on va revenir. Donc dans tous les cas, on est vraiment dans la limite. Donc à ce moment-là, au lieu de faire un safek issour, peut-être un doute si je fais un issour, etc. Est-ce que je vais faire une avéra d'allumer à ce moment-là selon l'avis de Rabbeinu Tam? Oui, c'est un issour. Alors pour ne pas rentrer dans un issour, à ce moment-là, il vaut mieux attendre l'heure de Rabbeinu Tam. Donc conclusion à l'achik. Pour toute la semaine, on allume 20 minutes après le coucher du soleil, 13 minutes et demie variable, en tout cas 20 minutes après le coucher du soleil, on allume les nérotes de Hanouka. Très bien. La sortie de Shabbat, on essaie d'être marmé, on essaie d'être plus strict et d'allumer à l'heure de Rabbeinu Tam. Il faut savoir, entre parenthèses, et je finirai avec ça, que l'heure de Rabbeinu Tam, elle est très répandue chez les Rishonim. Il faut savoir que Maran Rabbeinu Ovadia Yosef Zichrono Livracha rapporte comme ça dans le Yabia Omer, je vous dis exactement où dans le Yabia Omer, volume 2, Orach Chaim, Siman 21, il rapporte plus de 20 Rishonim qui se rangent selon l'avis de Rabbeinu Tam. Dans le Yalkut Yosef, il en rapporte encore d'autres. Dans l'édition 5171, Siman 261, page exactement 729 et plus loin encore, il rapporte là-bas encore d'autres Rishonim à part ces 20 Rishonim que le Rav Ovadia Yosef rapporte. Il y a même un livre qui est sorti où il rapporte là-bas 80 Rishonim qui se rangent selon l'avis de Rabbeinu Tam. Nous avons parmi ces Rishonim Rav Saadia Gaon, le Rosh, le Ravad, le Ramban, le Rashba, le Réa, le Meiri, le Ritva, le Ran, le Samag, le Mordechai, Rabbeinu Perez, Rabbeinu Yerucham, le Rav Amagid, le Oel Moed, le Rokeach, le Itour, le Sefer HaTrouma, le Rav Aya, le Maram Rotenburg, le Tosfot Rid, le Riaz, le Ravan, le Rashbam, le Manig, le Troumat Adeshen, le Rabbi David Aboudrahem et d'autres encore. Tous les Rishonim que nous venons de rapporter tranchent la halakha comme Rabbeinu Tam. Donc, combien chaque personne se doit, s'il a la possibilité, il sera digne de louange de finir le Shabbat
à l'heure de Rabbeinu Tam, pour ne pas, Chas v'Shalom, de rentrer dans un safek, peut-être, Chas v'Shalom, je fais une avéra maintenant. La même chose par rapport à Kippour, finir l'heure de Kippour, manger qu'à l'heure de Rabbeinu Tam, pour ceux qui ont la possibilité. Pour les personnes malades, évidemment que non. Mais ceux qui ont la possibilité pendant ce laps de temps-là de Rabbeinu Tam, finir vraiment le Shabbat et Kippour à ce moment-là. Pour tout ce qui est des Rabbanan, comme le jeûne de Tisha B'Av, le jeûne du Ditevet ou du Setamouz, n'importe. En tout cas, tout ce qui est des Rabbanan, la Tfila, n'importe, toutes ces choses-là, le minag, la coutume est de suivre la vie des Géonim 20 minutes après le coucher du soleil. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.